Bonjour et bienvenue dans Son livre pour parler, le podcast du Centre national du livre dédié aux rencontres avec des écrivains et des personnalités afin que leurs livres dépassent l'imagination et nous transportent dans le réel. Accords, désaccords, on aime souvent quand ça mord. Le Centre national du livre soutient les écrivains et leur volonté de comprendre le monde, ça a des raisons, et la nôtre. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir l'écrivaine Olivia Rosenthal au sujet de son dernier roman « Un singe à ma fenêtre », publié aux éditions Verticales. Sorte de déambulation mystique au Japon où le langage devient multiple et le chemin de la raison labyrinthique. Nous sommes ravis de recevoir également l'écrivaine et philosophe Claire Marin, qui a publié cette année « Être à sa place » aux éditions de l'Observatoire, mais aussi « Rupture » chez le même éditeur en 2019, récompensée par le Prix des Savoirs, et « Hors de moi » chez Alia en 2008, récompensée cette fois-ci par le prix littéraire de l'Académie de médecine. Résidente à la Villa Kujoyama, l'autrice a reçu pour ce texte le soutien de l'Institut français au Japon et de la Fondation Bettencourt-Schuller. Olivia Rosenthal a également reçu une bourse d'écriture du CNL pour son prochain livre Sur le fil. Olivia Rosenthal a été récompensée par le prix Transfuge du meilleur roman de langue française pour Éloge des bâtards, publié en 2019 chez Verticales, mais aussi par le prix Vepler en 2007 pour On n'est pas là pour disparaître, publié chez Verticales toujours. Un singe à ma fenêtre dans l'émission Pour parler, c'est maintenant. Son projet de résidence d'écriture validé, la narratrice d'Un singe à ma fenêtre prépare ses bagages et embarque, destination Japon, pour recueillir des témoignages sur les attentats au gaz sarin de Tokyo en 1995, perpétrés par la secte Aum. Sauf qu'elle préfère aller à Kyoto, afin d'installer une distance, celle de la réflexion, et interroger les souvenirs d'une population liée à la catastrophe, mais qui aurait eu le temps de grandir et de vivre avec elle, de près ou de loin. Le roman est écrit sous la forme d'un recueil de pensées qui suit un fil chronologique aux accents polardeux et aux tonalités poétiques comme un haïku romanesque. Bizarrement, les entretiens ne se déroulent pas comme prévu. Le dialogue, bien que volontaire, est hésitant, à côté de la plaque. Cette population qu'on imagine volontiers ponctuelle, peu encline à la fantaisie, dans le cadre de relations professionnelles, se révèle tout autre au gré des échanges décrits dans le livre. Bien souvent, ceux qui répondent à l'appel d'Olivia Rosenthal, est-ce qu'on peut le dire, c'est vous, arrivent en retard, choisissent des lieux de discussion cafardeux, viennent à 2 ou 3 et préfèrent parler de sujets beaucoup plus personnels que du traumatisme présupposé. Les seules relations franches que semble nouer la narratrice ont lieu avec des animaux, qui la voient et l'observent, des scolopendres, des veuves noires, un singe. Avec eux, elle ne se sent pas invisible, mais menacée et donc vivante. Cette quête mystique lui apprend qu'elle cherche le langage comme point de repère à sa douleur, mais que, grâce à ce voyage, peut-être, il y a d'autres moyens de l'appréhender. Bonjour Olivia Rosenthal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une première question, peut-on dire que la narratrice, c'est vous ? Ah oui, là, il n'y a pas trop de mystère quand même. Je n'ai pas essayé de faire un texte où il y a des écrans multiples. Et même, je pourrais dire que c'est un des textes dans lequel il y a le moins d'écrans entre moi et le jeu du livre. Et que c'était aussi ça un des défis, c'est vraiment de raconter cette histoire à la première personne sans qu'il y ait vraiment d'écart entre cette première personne du livre et moi. Pourquoi avoir ponctué votre récit de pensée philosophique sous la forme du tutoiement ? Et à qui écrivez-vous ? Alors, en fait, il y a 3 pronoms personnels importants dans ce texte. En fait, de vraiment jouer avec la question des pronoms. Et je me suis toujours beaucoup intéressée à cette histoire des pronoms personnels. Au fait qu'un pronom personnel représente quelqu'un, mais il faut savoir qui. Donc le je, a priori, c'est bien moi, donc ça c'est assez facile. Mais après, il y a un « on » qui ouvre le texte et qui a été très important dans l'écriture du livre. C'est un texte qui est d'abord écrit à la 3e personne et c'est un « on » donc indéterminé. Oui. Enfin bon, on comprend bien que c'est aussi la narratrice, mais pas seulement. Et puis il y a un tu qui est effectivement ce que vous décrivez, qui est associé à des questions en fait qui sont énoncées à la 2e personne du singulier. Ces questions, c'est des questions qui sont adressées au lecteur, mais c'est aussi des questions que la narratrice s'adresse à elle-même. Elle-même, oui, bien sûr. Ouais. Mais qui interpellent forcément. Oui. De fait, on est sollicité et on s'investit.
Plus ou moins, je ne sais pas si vous investissez, mais moi je sais qu'il y a deux catégories de lecteurs, on va dire. Il y a les masochistes, donc visiblement dont vous faites partie, et il y a ceux qui décident de pas, qui ne veulent pas s'attribuer ce type de questions parce qu'elles sont trop, elles vont chercher trop loin. Enfin voilà, c'est quelque chose ça m'a intéressé parce que en fait c'est une vieille histoire, cette histoire des questions, parce que quand j'avais fait le bouquin, un livre plus ancien, On n'est pas là pour disparaître. Dans ce livre-là, il y avait non pas des questions, mais il y avait des exercices. Faites un exercice, et ces exercices c'était adressé au lecteur. Faites un exercice, et donc les exercices étaient tous plus épouvantables les uns que les autres. C'était des exercices qui étaient censés permettre à quelqu'un qui les ferait d'avoir une sorte d'appréhension de ce que ça peut être de perdre la mémoire. Mais c'était des exercices un peu décalés. Et donc, à l'époque, je m'étais rendu compte qu'il y avait des gens qui font les exercices, et il y en a qui ne les font pas. J'étais assez surprise par l'existence de lecteurs, on va dire consciencieux, vertueux, qui voulaient absolument faire les exercices que je proposais. Moi, je pense que en tant que lectrice de ce type d'exercice, c'est typiquement l'exercice que j'ai pas envie de faire, quoi. Aviez-vous conscience de votre douleur avant de partir au Japon ? Je peux pas dire que... En fait, bien sûr que c'est l'histoire de quelqu'un qui va se mettre en relation avec l'une de ses douleurs anciennes, qu'il habite, mais qu'elle connaît, hein. C'est pas comme si elle découvrait qu'elle souffrait et qu'il y avait un certain nombre de deuils qu'elle n'avait pas réussi complètement à je sais pas comment dire, je sais pas si on digérer, c'est pas très joli, mais enfin voilà, elle s'était pas tout à fait accoutumée à la vie sans un certain nombre de proches, et donc ça raconte un peu ça, le livre, mais en fait l'histoire du livre, c'est l'histoire d'une dérive, et c'est au sens aussi fort, c'est-à-dire que il s'agissait bien d'aller interroger des gens sur le gaz sarin, et en fait c'est l'accumulation de ces récits qui produit en fait des effets de rupture successifs et des effets de transformation successive, et en fait ça l'a conduit à un endroit qu'elle n'avait pas prévu au départ. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais voilà, elle n'est pas partie pour trouver une réponse personnelle, elle est vraiment partie pour faire un travail sur les attentats au gaz sarin, et il se trouve que voilà, à force d'écouter des gens, elle va se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui se jouent dans cette écoute, ou dans cette difficulté à écouter, ou dans cette incapacité à entendre, parce qu'il y a ça aussi. C'est quand même quelqu'un qui croit pendant toute la durée de son séjour que les personnes avec qui elle s'entretient ne lui racontent rien. Donc elle est complètement énervée. Et c'est vraiment dans l'état dans lequel j'étais à l'époque, à ce moment-là. Et qui se rend compte, mais vraiment très tardivement, donc on va dire même rétrospectivement, que finalement, peut-être qu'elle s'est trompée, et que tous ces gens dont elle pensait qu'ils disaient rien, finalement, ils disaient plein de choses, mais elle n'avait pas été capable d'entendre. Et comment vous sentiez-vous face à vos interlocuteurs qui ne répondaient pas vraiment à vos questions, et face à ce silence, justement, ce silence qui était, comme vous venez de le dire, qui est finalement explicite, qui raconte beaucoup de choses? Comment je me sentais d'abord, j'étais un petit peu en colère, hein, comme le livre. Je me suis bien amusée avec cette petite colère initiale. Et donc, je pense que, même si là, on se parle de manière très sérieuse, ça devient peut-être... Je pense que quand on lit, j'espère que quand on lit, ça devient peut-être presque un peu humoristique, parce que ce personnage, il est quand même vraiment... il a des réactions un peu disproportionnées, on va dire, par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que tout prend des dimensions énormes. Ouais. Et il y a un petit problème. Elle a un petit problème d'échelle, on pourrait dire. C'est-à-dire que des choses très petites deviennent très importantes. Voilà. C'est cette disproportion, ce jeu d'échelle un peu, c'est un peu ça aussi qui fait le côté peut-être humoristique. C'est-à-dire que peut-être que le lecteur en sait un petit peu plus que le personnage, peut-être. C'est-à-dire peut-être que le lecteur se rend compte un peu plus vite que la narratrice de l'erreur dans laquelle elle se trouve, et que du coup c'est un peu drôle de la voir errer, se tromper, parce que voilà, c'est comme quand on regarde quelqu'un qui glisse et qui tombe, qui renverse ses tasses, qui casse tout. Là, voilà, il y a un petit côté...
y a une petite maladresse permanente qui, à force, peut-être devient un élément un peu burlesque du livre, même si, bon, c'est un burlesque, peut-être pas si burlesque que ça, mais quand même. Et donc ça, j'y tenais assez. Je pense que c'est important de garder une petite distance avec ce qu'on raconte, même si ce qu'on raconte peut être assez grave. Mais d'ailleurs, je le dis dans le livre, hein. J'avais quand même un peu envie d'accéder à la légèreté, donc je ne sais pas si j'étais complètement réussi. Le lâcher prise, oui, c'est ce que vous dites, oui. Ouais. Et l'art d'être léger, qui était un titre possible du livre, mais qui faisait un petit peu trop développement personnel, donc finalement on l'a abandonné. Même si peut-être que c'est bien d'imaginer que ça puisse devenir un livre de développement personnel, pourquoi pas. En tout cas, l'art d'être léger, c'est un des titres possibles de ce texte. C'est à ça que le personnage est censé accéder. Il y a d'ailleurs un passage où vous chiffonnez un poème dans une lanterne. En fait, c'est quand je suis à Hiroshima, là, et voilà. En fait, à Hiroshima, il y a une fête, c'est donc le moment de la commémoration du moment où la bombe atomique est tombée sur Hiroshima. Et donc, c'est une fête très, très belle, d'ailleurs, où il y a des petites lanternes qui sont déposées sur le fleuve et qui vont dériver... et donc là, le personnage se met à avoir des gestes complètement bizarres, à détruire les lanternes, à les chiffonner, comme vous dites. Et donc, sans vraiment se l'expliquer à elle-même, elle fait des tas de choses qui sont complètement décalées par rapport à ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui vient se recueillir dans un moment qui est un moment un peu de communion, un peu international en plus. Ouais. Parce que c'est un moment assez beau... quand on va là-bas à Hiroshima, parce qu'en fait, il y a des gens vraiment de tous les pays du monde qui se réunissent le long du fleuve, qui parlent toutes les langues. Et donc là, vraiment, le tourisme prend un sens vraiment de collectif. C'est une espèce de mondialisation, mais commémorative, qui est un moment assez beau, en fait, parce qu'on entend toutes ces langues et... C'est un beau moment, mais le personnage est totalement, comment dirais-je, hermétique à la beauté du moment et fait des tas de choses qui vont pas du tout par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous parlez des installations donc de Boltanski, ces battements de cœur qu'on entend nombreux. On a besoin de l'art comme artifice pour se souvenir. Peut-être on peut dire que c'est une œuvre qui s'appelle Les Archives du cœur, et que les Archives du cœur, donc c'est en fait des enregistrements de chœurs humains. Donc en fait, Boltanski, un peu partout dans le monde, a enregistré des gens qui ont accepté de donner comme ça des moments de leur battement de cœur. Ouais. Alors c'est assez... Et quand on les écoute, c'est extrêmement étonnant, puisque évidemment, il n'y a pas deux battements de cœur qui sont identiques. Donc on entend des tas de choses. Il y a des souffles, il y a des ratés, il y a des chœurs qui battent en 2 temps, mais il y en a qui battent en 3 temps. Il y en a qui sont réguliers, il y en a qui sont irréguliers. Bon, il y a évidemment des problèmes. Il y en a qui sont plus ou moins rapides. Enfin bon, c'est vraiment un truc. C'est très puissant en fait comme œuvre. J'ai envie de dire malgré son espèce de simplicité. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que oui, donc moi, comme je le raconte dans le livre, j'ai donc enregistré mon cœur dans ces archives. Et donc, je raconte tout un cheminement par rapport au fait que, oui, ces archives sont censées avoir enregistré beaucoup de chœurs, mais il y a certains des chœurs enregistrés qui ont disparu. Dont le vôtre. Dont le mien. Donc, et ça, c'est quand même assez insupportable. Et vous l'aurez enregistré ? Ouais, mais vraiment, c'est en fait, donc là, je raconte l'histoire que je suis donc avec ma compagne qui est venue me rejoindre pendant un certain temps au Japon et que, découvrant que nos chœurs n'avaient pas été enregistrés, enfin si, ils ont été enregistrés, mais je sais pas, ça a été effacé. Donc, comme elle est un peu plus raisonnable que moi, elle dit qu'il y a une solution très simple, ce serait de réenregistrer les chœurs. Solution à laquelle j'avais pas vraiment pensé, puisque j'avais l'impression que chaque chose que l'on fait est quand même comme une chose définitive et qu'une fois que c'est perdu pour toujours. Donc, mais je me suis rendu compte que j'avais tort. Donc en fait, les choses ne sont pas perdues pour toujours.
pas toujours en tout cas, et que voilà, l'histoire de ces archives du cœur, c'est que si des choses ont été effacées, je le dis pour les auditeurs, on peut réenregistrer. C'est pas la fin de tout, contrairement à ce que j'avais imaginé. Donc c'est aussi un peu drôle parce que cette narratrice, elle a quand même une relation complètement pathétique à tout. Ouais. Et peut-être qu'elle a des réactions un peu disproportionnées par rapport à ce qui se passe. Comme un enfant, parfois, souvent. Comme un enfant, peut-être, je sais pas. Parfois. Mm. Ouais. Merci, Olivia Rosenthal. Bonjour Claire Marin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du CNL. Vous avez écrit Rupture au pluriel. Ces deuils multiformes qui provoquent un bouleversement de l'identité sans retour en arrière possible. Alors Claire Marin, quelle forme prend l'identité lorsqu'elle est en période de deuil ? Là aussi, c'est difficile. Comment se voir Alors tout dépend si on prend le deuil au sens large, comme vous le faites ici en introduction. Oui, bien sûr. Donc on peut parler peut-être d'expérience de la perte de manière plus générale. Je crois que l'identité dans ces moments-là, elle est très fuyante, évanouissante, où elle est démolie, où c'était ça qui m'intéressait en fait, c'était de voir ces moments où il y a une crise du sujet parce que dans la perte qu'il traverse, il ne sait plus qui il est, tout simplement. Donc la question, c'était à la fois pourquoi ça produit un tel effet sur moi, parce qu'il y a aussi parfois cette disproportion entre guillemets l'importance ou le caractère minime de la perte et l'effet que ça produit sur le sujet. Et puis après, ce que je fais de cette démolition, quoi. Qu'est-ce qui reste définitivement perdu, pour reprendre la problématique de tout à l'heure, parce que je pense que parfois, effectivement, il y a des choses qui sont irrémédiablement perdues, il y a de l'inconsolable, il y a de l'irréparable. Mais dans une hypothèse plus positive, quelle trace laissera cette perte et comment je me construis, si on peut dire, sur elle. Donc là encore, avec cette présence de l'absence, la manière de la considérer, comme vous avez dit très justement, Olivia, et cette espèce de paradoxe de se construire ou se reconstruire autrement, sans rejeter la destruction, mais en l'intégrant à ce principe-là de réélaboration de soi. Rupture parle évidemment de souffrance. Je vous cite page 99. « Mon corps a été modifié par l'expérience de la souffrance. J'en connais à la fois la vulnérabilité et la puissance. À moi de donner un sens au nouveau rapport que j'instaure avec lui. Ainsi, j'aurais peut-être l'impression, comme Michaud, de n'être pas tout à fait passé à côté, de ne pas avoir souffert en vain. Faire de l'accident une expérience de pensée. » C'est une référence à un poème de Michaud qui s'appelle Bras cassés, qui est un long poème où il raconte que après une chute, puis une douleur insupportable qui se développe dans son bras droit, il découvre son être gauche dans tous les sens du terme, et donc être finalement obligé de n'être plus que cet individu maladroit, parce que c'est toute la partie, inutilisée habituellement de son corps qui va dominer son existence. Finalement, c'est aussi une expérience de soi. Il y a plein de moments dans la vie, je crois, où on n'a plus que son être gauche, que la partie de nous-mêmes qui est maladroite, qui est mal à l'aise, et pourtant, dans ces moments-là, il se peut que des capacités ou des dispositions émergent que je n'avais jamais vues, que je n'avais pas imaginées. Donc, dans cette espèce de manière de se promener en soi, de la partie à droite à la partie maladroite, il y a une expérimentation d'autres facettes de notre identité qui au départ, évidemment, sont une expérimentation dont on aimerait mieux se passer. Personne n'a envie de souffrir, d'être malade, d'être obligé d'écrire avec une main qui ne sait pas écrire. Mais il y a aussi peut-être quelque chose
Alors, une expérience d'humilité déjà, ça fait jamais de mal, mais peut-être aussi autre chose qui se dégage, une autre manière de penser, une autre manière de regarder les autres, dont on comprend, où on identifie la vulnérabilité à laquelle on était indifférent. Donc ça ouvre peut-être un champ de sensibilité à autrui, ou au monde extérieur, qui n'était pas notre manière de percevoir jusqu'à présent. Claire Marin, dans votre livre « Être à sa place, il est question de territoire et de Pérec », Olivia Rosenthal, je vous laisse intervenir. Comme Pérec est un des auteurs que vous citez beaucoup dans Être à sa place, ça m'intéressait aussi d'envisager la littérature, mais vraiment sur la question de l'espace, le territoire, les places vraiment conçues sur un plan très concret de où est-ce qu'on se met, voilà, qu'est-ce qu'on dessine comme espace, à quel moment on passe une frontière entre deux espaces, parce que ça c'est vraiment, j'imagine, très lié à votre lecture de Pérec, et moi c'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup, d'essayer de penser en termes d'espace, et même pour le singe en fait. C'est pour ça que je voulais aussi restituer beaucoup les ambiances, les lieux, etc. Parce que ça joue en fait on va dire d'abord dans la rencontre avec quelqu'un, dans le contexte, mais même c'est aussi une certaine manière de revoir la littérature du côté des sensations spatiales, et ça c'était assez fort dans le livre Être à sa place aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais c'est vrai qu'en vous lisant, on voit les lieux, on voit l'ascenseur, on voit la vision de la narratrice, etc. On se déplace vraiment d'un lieu à l'autre. Ça fonctionne très très bien. Mais oui, il y a cette dimension spatiale et puis cette expérimentation physique, cette présence au lieu, les endroits où on reste, qu'on observe dans le détail, jusqu'à une espèce de folie de la précision. Donc c'est aussi le truc d'être à sa place, ne jamais être à sa place, enfin tout ce que vous racontez dans le livre sur ces histoires de places, qui sont pas seulement des places sociales, non, évidemment, qui sont aussi des places au sens vraiment... très physique. Ouais, vraiment physique. Très matériel, très concrète. Dans votre roman, vous reprenez les mots d'Annie Ernaux. Pour Annie Ernaux, cette séparation du monde reste douloureuse, inscrite dans son corps. Elle est marquée subtilement dans le territoire et dans les têtes. Cette expérience est celle d'une exclusion invisible. Il reste des espaces où nous ne nous sentons pas les bienvenus, toujours illégitimes. Des lieux inaccessibles qui nous donnent le sentiment d'entrer par effraction. Quand il y a un gouffre entre ce qu'on a été et ce qu'on est devenu, comment s'y prend-on, selon vous, pour continuer à vivre de manière curieuse ? Alors c'est intéressant ce curieux, parce que ça a deux sens, quoi. Quel type, justement, je crois que tout l'avantage et toute l'excitation d'un parcours de vie, c'est que il y a de la curiosité pour autre chose, il y a de l'inquiétude pour l'autre monde, celui qui n'est pas le mien, mais il y a aussi une appétence, une curiosité, un désir de voir comment ça se passe ailleurs. Donc on est curieux de deux manières. Et après, je crois que même s'il y a effectivement un gouffre, il y a aussi un lien, il y a aussi une logique. C'est-à-dire que on n'arrive pas par hasard dans ce milieu qui est si différent du nôtre à l'origine. C'est-à-dire il y avait depuis longtemps ce désir d'être autre, et cette insatisfaction, voire ce malaise physique qu'on peut éprouver dans sa famille, dans son milieu, avec ses amis, c'est-à-dire le sentiment, parfois je parle du sentiment d'asphyxie, ou de se sentir très restreint dans un espace où on n'arrive pas à respirer, où on n'est pas libre de ses mouvements. Enfin, et j'insiste un peu sur ce point parce que je crois qu'il y a un truc très physique, c'est qu'on a vraiment besoin de bouger, de sortir, de voir autre chose, un peu comme quelqu'un qui serait dans une atmosphère très confinée. Donc il y a quelque chose de cet ordre. C'est pas juste une nécessité qui correspond à mon sens à une ambition. Il y a un truc presque vital. Ça a l'air d'être radical, d'être excessif comme formulation, mais il y a un truc qui est de l'ordre partir ou dépérir, quoi, ou rester dans cette vie amoindrie qui sera toujours en deçà de ce qu'on désire et de ce qu'on veut être. Vous avez lu Un singe à ma fenêtre. Tout à fait. Merci.
Que pensez-vous du rabbin qui suggère à la narratrice de déchirer ses vêtements à la mort de son père ? Alors moi, j'aime beaucoup ce geste. Moi, j'aurais déchiré mes vêtements parce que j'aime beaucoup cette idée-là qu'il faut quelque chose comme une sorte de sacrifice ou qu'il y a de la perte matérielle dans la perte psychique et affective. Que parfois on a besoin des choses pour matérialiser notre colère, notre chagrin. Et que le geste de déchirer le fait très bien. Que là, il y a une rupture qu'on subit et qu'on mime par la suite. Donc j'aime beaucoup ce geste. Et après, j'aime bien aussi l'idée de ne pas suivre ce qu'on nous dit de faire. De vivre sa douleur, non pas selon des conventions, des rituels d'une religion, d'une croyance quelle qu'elle soit, mais de trouver soi-même le geste ou la posture qui permettra d'incarner le sentiment qui est le nôtre et le rapport à cette perte. Je crois qu'il y a une question peut-être que vous souhaitiez poser à Olivier Rosenthal au sujet du langage ou du silence. D'abord, je voulais dire le plaisir que j'avais eu à lire ce livre et puis les échos que j'avais vus aussi avec On n'est pas là pour disparaître, que j'avais beaucoup aimé et lu et relu, effectivement, autour de cette structure de moments d'interrogation. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les lecteurs masochistes qui répondent à la question, en tout cas, si on n'y répond pas, je crois qu'on est forcément interpellé. Et arrêter un peu dans la lecture. Je trouve ça intéressant, le rythme que ça impose au lecteur. Je pense qu'on ne peut pas lire ces moments de questionnement. As-tu des amis ? Comment sais-tu que ce sont tes amis ? Quel sacrifice as-tu fait ? Enfin, je ne vais pas faire la liste, mais vraiment, c'est des questions. On ne peut pas rester indifférent. Il me semble qu'on ne peut pas glisser dessus. Ou alors, ça dit peut-être quelque chose aussi de nous, ce besoin d'aller très vite sur ces questions. Mais effectivement, la question de départ, c'était celle de la langue. Et de la langue dans laquelle la narratrice interroge ces différents japonais. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de flou autour de cette langue-là. Alors en fait, mais il me semble que je le dis à un moment dans le texte, mais bon, c'est que donc pour faire ce travail, je m'étais préparée en fait à aller au Japon. Donc j'ai parlé de ce projet à peu près à tous les gens que je rencontrais, et c'est comme ça que j'ai eu déjà pas mal de contacts avant même de partir avec des gens, des Japonais qui pouvaient me répondre et qui étaient soit anglophones, soit qui parlaient le français en tout cas, ou l'anglais donc. Et c'était un peu le point de départ de ce travail, c'était vraiment de les interviewer non pas en japonais, bon, d'une part parce que je parle pas le japonais, mais pas seulement. Enfin, en tout cas, de pas avoir un interprète, en fait. C'était ça, de pas avoir un interprète qui serait là et qui constituerait une troisième personne, parce qu'au départ, moi, j'étais quand même plutôt partie avec l'idée que j'allais faire des entretiens en tête-à-tête, ce qui évidemment c'est pas du tout produit, donc bon, mais c'était ça le point de départ. Donc je me disais, un interprète, ça va être extrêmement bizarre. Donc alors ça aussi c'est assez intéressant parce que donc ces Japonais sont obligés de parler une langue qui leur est étrangère. Alors parfois moi aussi, parce que des fois on est obligé de le faire en anglais. Et à la fois je pense que ça réduit en fait la capacité à déployer en fait une pensée ou un récit plus intime, mais en même temps, et comme l'ont dit d'ailleurs certains, ça leur permet aussi de dire des choses qu'ils n'auraient pas dites en japonais, parce que pour des tas de raisons, dont certaines sont exposées d'ailleurs dans le livre. Enfin, il y a plusieurs personnes qui me parlent de la langue japonaise et des exigences du japonais et de tout ce que ça implique. Et donc finalement, le français et l'anglais, c'est quand même aussi des espèces de langues qui offrent une certaine liberté. Et donc c'était un peu ça quand même l'esprit, c'est que le fait d'échanger, ça pourrait être un moment où on exerce les uns et les autres sa liberté de parler. Bon, ça s'est pas exactement passé comme ça, puisque, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait, mais peut-être que dans la culture japonaise, c'est pas aussi facile d'être libre dans la parole, et que c'est tout un travail assez long, peut-être assez fastidieux, mais en tout cas, il me semble finalement que c'était pas une si mauvaise solution de choisir des langues
qui n'était pas la langue japonaise, et de ne pas passer par un traducteur qui aurait filtré de plein de manières différentes. Donc là, les filtres, c'est... Parce que parfois, on parle en anglais, mais en fait, c'était assez drôle, les entretiens en anglais, parce que finalement, parfois, je crois que ces Japonais, certains pensaient qu'ils parlaient anglais, mais je crois qu'ils ne parlaient pas vraiment anglais. Et du coup, on parlait... je sais pas, on arrivait à se comprendre, mais c'était comme si on parlait une autre langue, espèce de langue véhiculaire très bizarre, qui n'était pas vraiment de l'anglais, qui n'était pas du français, je sais pas. Donc il y a des moments où finalement on échange, je sais pas comment, mais en fait ça me faisait un peu penser aussi à certains échanges que j'ai eus quand j'étais dans les services de gens qui avaient perdu la mémoire. Parce que j'ai aussi passé pas mal de temps, quand j'ai écrit On n'est pas là pour disparaître, dans des services qui accueillaient des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et c'était assez drôle parce que j'avais des conversations extrêmement étranges avec des gens qui avaient un peu perdu l'usage de la parole ou qui disaient beaucoup un mot pour un autre, etc. Et en fait, le principe de ces entretiens, c'était vraiment de pas... J'étais pas en train de les corriger, c'était pas l'esprit. Donc je passais mon temps à essayer de suivre quelque chose que je croyais saisir, et puis que eux, même chose, eux, ils croyaient saisir quelque chose de ce que je disais, et on avançait un peu comme ça à tâtons, et ça donnait des conversations assez étonnantes. Le pouvoir de nommer les choses, ça les fait exister. Quand vous parlez au japonais, on sent bien que le langage permet de créer une gamme d'émotions qui diffèrent d'une langue à l'autre. Alors évidemment, j'ai pas accès à ça parce que je parle pas du tout japonais, mais c'est exactement ce que vous dites, c'est la question de la gamme des émotions, c'est la question musicale du spectre en fait. Et le spectre d'émotions, c'est à la fois, c'est pas le spectre d'émotions au sens strict, c'est le spectre d'émotions qu'on peut nommer, c'est-à-dire parce que le spectre des émotions, sans doute qu'il est aussi large dans n'importe quelle culture, même s'il prend des formes différentes, mais la question c'est comment on les nomme. Et c'est vrai que alors c'était effectivement lié au fait que la langue, c'était pas leur langue maternelle, mais quand même je pense que c'est là que je me suis rendu compte qu'être français, ça avait un peu des fois du sens. Il y avait des choses culturelles en termes justement du spectre des émotions qu'on est susceptible d'énoncer. Parce qu'on est habitué, en fait, nous, Français, à nous mettre en relation avec nous-mêmes et à dire un certain nombre d'émotions qui nous traversent. Alors, effectivement, la colère, la tristesse, l'angoisse, des tas de choses. Et ça, en fait, je pense qu'un Japonais n'est pas il n'exprime pas ça. Et alors du coup c'est pour ça que effectivement dans le contact j'avais le sentiment que les rencontres étaient totalement normalisées, que rien ne se passait. Et après je me suis rendu compte il fallait peut-être que le spectre était, comment on pourrait dire, sur le plan musical, que tout était en sourdine en fait, ou c'est plutôt ça. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'énoncer directement, et donc c'est fortissimo. Oui, c'est brillant. Alors que là, c'est vraiment très, très en sourdine, que donc il faut interpréter la moindre chose qui est dite ou qui n'est pas dite, etc. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, du coup, c'est l'histoire de cette narratrice, c'est que du coup, elle est dans une situation interprétative de folie, et quand on commence à interpréter tout, on devient fou, en fait. Enfin, c'est comme ça que commence la paranoïa, donc si elle commence à interpréter tout ce que les gens lui disent, elle va aussi interpréter le fait qu'il y a une scolopendre sur le mur, et puis ensuite, elle va interpréter le fait que, je sais pas, il y a des petites peaux humaines dans la piscine, et puis, je veux dire, après, il n'y a plus de limite. Donc, c'est un peu ça, c'est d'essayer de réguler le rapport à l'interprétation. Et ça, c'est très compliqué, en général, mais en particulier, là, dans cette situation, c'était ça qui était en jeu, en fait. Effectivement, comme vous dites, c'est cette idée du spectre, c'est assez drôle que vous utilisiez le mot spectre, évidemment, parce que c'est quand même des histoires de fantômes. C'est ça, le spectre des émotions, c'est que... c'est l'image possible, le fait que les choses... Et donc, je sais pas comment dire autrement que ces émotions-là, elles sont spectrales, justement. Oui. Et qu'il faut aller
travailler avec ces spectres. Ouais. Claire Marin, vous n'avez pas choisi la fiction, au contraire, vous avez choisi d'écrire sur la maladie, les ruptures, les contraintes. C'était un souhait de votre côté de transmettre, de donner des conseils, peut-être ? Alors non, pas des conseils, parce que je serais bien incapable de le faire. Donc, je me suis mal exprimée, pardon. Ce n'est pas un livre de développement personnel. Non. Même si le titre peut laisser penser. Non, je plaisante. Je crois qu'en réalité, l'enjeu, c'est tenir en équilibre, réussir à rester debout. On va être modeste avec l'idée de trouver une place. Je crois qu'on est toujours plus ou moins ébranlé, quel que soit l'endroit où on se trouve. Mais c'est peut-être... sans se réconcilier avec les épreuves, parce que je ne crois pas que ça soit possible. Il y en a qui continuent à nous mettre indéfiniment en colère, mais peut-être voir comment, dans ces épreuves-là, ou dans cette instabilité-là, on n'est pas justement figé. Enfin, qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors évidemment, dans certains cas, ça nous paralyse, ça nous sidère, on est bloqué sur place, et il y a quelque chose de cet ordre dans votre roman, de ne pas réussir à dire, ou en tout cas la parole, elle reste bloquée, parce qu'il y a quelque chose sans doute dans cette épreuve-là de la perte qui reste... de l'ordre d'une souffrance très intense. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir comment c'était ce travail intérieur et cette dynamique-là, et comment les choses progressivement se mettent en place. D'ailleurs, cette souffrance, dans votre ouvrage, vous l'assimilez à un animal en cage. Donc, c'est pas en fait une vraie paralysie. Il y a quelque chose intérieurement qui nous travaille et qui nous fait souffrir, mais il y a quelque chose de dynamique qu'il faut réussir à libérer. Et c'est intéressant de voir ici comment finalement celle qui invite les autres à parler, peut-être qu'elle le fait aussi sans s'en rendre compte, pour elle-même s'autoriser à dire. Donc là, il y a vraiment un effet de miroir ou de parallélisme qui est très intéressant. Et sur la question de la langue qu'on évoquait à l'instant, et de l'espace, effectivement, je crois qu'il y a quelque chose de très juste à dire quand on dit qu'il y a certaines choses qui sont tellement douloureuses à dire que peut-être elles sont plus faciles à dire dans une autre langue, parce que l'impact émotionnel dans une autre langue est moins grand, et qu'on a la distance nécessaire pour être capable de dire. Et peut-être que c'est ce que je fais avec la philosophie, d'une certaine manière. C'était l'action que j'allais vous poser. Une langue plus... une manière d'écrire peut-être plus neutre que s'il y avait quelque chose de plus personnel, de l'ordre du témoignage ou de l'autobiographie. Justement, comment s'y prend-on pour rendre la philosophie accessible ? En parlant la langue de tout le monde. En évitant une langue un peu jargonneuse ou très abstraite, en s'appuyant sur les romanciers quand soi-même on ne l'est pas, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation des personnages, de l'ordre des situations immédiatement parlantes, qui vont raccourcir le trajet du lecteur au concept. Donc, et pas seulement, je ne dis pas que la littérature est là pour nous aider à accéder à la philosophie. Je crois qu'il y a vraiment un dialogue fécond entre ce que le romancier nous fait comprendre, y compris dans tout ce que ça a de profondément philosophique, et ce dont le philosophe peut se ressaisir grâce à cet accès que la littérature propose à des questions métaphysiques ou existentielles. Olivia, accepteriez-vous de nous lire un extrait de votre livre ? Oui, alors je vais vous lire le passage dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'histoire des archives du cœur. Au milieu de mon séjour, alors que l'anxiété, la frustration et un sentiment indéfinissable de perdition ne me quittaient plus, ma compagne est venue me rejoindre pour passer quelques semaines avec moi. Nous avons décidé de quitter mon quartier général pour Teshima, une ancienne île industrielle assez désolée, qui s'est reconvertie dans les expositions d'art contemporain. Là-bas, j'avais l'intention d'aller consulter les archives du cœur,
une bibliothèque où Christian Boltanski a fait enregistrer les battements de cœur de milliers de personnes et de visiter l'installation issue de cette bibliothèque, une salle obscure où l'on peut se charger de la vibration amplifiée de quelques-uns de ces battements et associer cette vibration à un flash déchirant les ténèbres. Je vous remercie Olivia Rosenthal et je vous remercie Claire Marin d'avoir accepté l'invitation du CNL à participer à l'enregistrement de l'émission Pour parler, au sujet donc de Un singe à ma fenêtre d'Olivia Rosenthal, publié aux éditions Verticales, et l'occasion aussi de redécouvrir Claire Marin qui a écrit Rupture à l'Observatoire, mais également Être à sa place.